sénateur communiste du Nord, donc vous faites partie du groupe qui a mis ce sujet, ce texte à l'ordre du jour. Et puis Christophe Brusset, bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes ancien cadre au sein de groupes internationaux de l'agroalimentaire, lanceur d'alerte dans ce domaine de l'agroalimentaire et auteur de 2 ouvrages importants. Vous êtes fou d'avaler ça chez Flammarion et également La malbouffe contre-attaque, toujours chez Flammarion. Alors peut-être pour commencer, je vais donner la parole à Éric Bocquet pour pouvoir comprendre justement ce qui s'est passé, ce qui s'est joué au Sénat et puis finalement aussi comment va tenter de repasser en force le gouvernement. Oui, écoutez, nous avions décidé d'inscrire ce sujet dès le mois de février dans le cadre de notre niche. Vous connaissez le système des niches. S'agissant de notre groupe, nous avons deux fois par session 2 plages de 4 heures dans lesquelles nous pouvons inscrire les textes dont nous souhaitons qu'ils soient débattus et votés le cas échéant. Donc nous avons fait ce choix, ce qui a effectivement créé les conditions d'un débat. Le CETA est revenu dans l'actualité de manière très forte, les médias l'ont souligné. Et c'était pas, je veux le préciser d'emblée, c'était pas une question d'opportunisme électoraliste à courte vue, puisque dès 2015, nous avions fait adopter une résolution dans le cadre de la Commission des affaires européennes sur le sujet, et régulièrement notre collègue Fabien Gay et l'ensemble du groupe posaient la question du nécessaire débat au Sénat sur ce sujet fondamental. Oui, non, alors quand je parlais d'opportunité, je pensais pas forcément au groupe communiste, mais peut-être au LR ou à d'autres qui sentiraient un peu une pression médiatique autour. Mais bon, ça, c'est comme ils ne sont pas là pour s'exprimer, je vais pas les laisser planer trop de questions sur ce sujet. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la partie n'est pas gagnée, Éric Bocquet. Non, effectivement, maintenant, il faut que le texte repasse à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il faut que le gouvernement prenne en compte le vote qui est intervenu jeudi dernier au Sénat, qui est quand même un coup de tonnerre. C'est quand même un sujet politique qu'ils ont sur la table. Donc, notre groupe, le groupe communiste à l'Assemblée, le groupe GDR, va profiter de sa niche qui est inscrite le 30 mai prochain pour à nouveau remettre le texte sorti du Sénat dans le débat à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'on a entendu Emmanuel Macron expliquer que de toute façon, ça n'allait pas bloquer le projet en soi. C'est là où on a besoin d'éclaircissement également. Comment peuvent-ils passer en force s'ils ne passent pas par l'Assemblée, ou est-ce qu'ils peuvent faire ratifier dans le sens où ils ne vont pas le notifier tout simplement ils vont passer directement par l'imposition européenne plutôt que passer par le Parlement français? Mais oui, alors justement, ces règles antidémocratiques sont absolument démentielles. D'abord, il y a eu la difficulté à soumettre le texte au débat au Sénat, et puis, vous avez raison de le rappeler, le gouvernement n'est pas tenu de transmettre ce refus à la Commission de Bruxelles. C'est ce qui s'est passé à Chypre. Le Parlement chypriote a voté contre le CETA, et l'exécutif a choisi de ne pas transmettre. Donc, il y a vraiment un sujet démocratique. Mais cela dit, la question politique se pose dans l'opinion, dans le pays. Je vois difficilement comment le gouvernement pourrait passer par-dessus bord ce qui vient de se passer au Sénat et ce qui se passe dans le pays. Alors, juste pour éclaircissement, pour que tout le monde comprenne bien, vous dites que le gouvernement peut aussi ne pas notifier cette décision de son Parlement, donc national, à l'Union européenne, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas dire qu'ils ont eu un refus et faire comme si de rien n'était et quand même appliquer le CETA? Tout à fait. D'ailleurs, il faut quand même rappeler, c'est quand même hallucinant, mais le texte du CETA est appliqué pour 90% depuis ces dernières années, alors qu'il n'a été pour l'instant qu'adopté de justesse à l'Assemblée nationale en 2019, et il était déjà en application. C'est quand même un non-sens démocratique. Voilà. Donc, on ne peut pas aller trop loin en matière d'imposition des décisions d'un gouvernement qui refuserait d'entendre ce que le Parlement a pu dire. Donc, mais c'est quand même dingue ce que vous nous expliquez là. Ça veut dire qu'en fait, ce traité était déjà appliqué avant même qu'il soit voté. Et là, mais non, et tout le monde trouve ça normal? Personne ne réagit depuis tout cela? Eh ben, on n'en parlait pas beaucoup. Nous, on a toujours porté le sujet avec d'autres. Il y a des ONG comme Attac qui portent le sujet, d'autres partis de gauche le faisaient également, les écologistes, entre autres. Mais voilà, après, il faut que l'opinion prenne le relais. Il faut que l'opinion prenne le relais, s'empare de ce sujet et exige que l'on respecte le Parlement. Mais ces dernières années, quand même, on a vu le Parlement largement affaibli dans ses prérogatives. L'usage du 49.3 à l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, malheureusement, ce gouvernement est coutumier du fait. Voilà, c'est l'affaire de tous maintenant. Il faut que tout le monde s'empare de ce sujet pour exiger que la démocratie soit respectée. Alors, avant de donner la parole à Christophe Brusset aussi sur le fond de ce CETA, une dernière question concernant ce non-sens démocratique. Vous pensez qu'il y en a beaucoup des accords comme ça qui sont appliqués directement sans même avoir été validés et interprétés par l'Assemblée française, par le Parlement français? Oui, c'est une pratique récurrente. Là,
Un accord vient d'être signé avec la Nouvelle-Zélande concernant les importations de viande de mouton notamment. Un accord avec le Chili est en discussion. Vraiment, ça, pour l'essentiel, les choses échappent au Parlement. Alors, il y a des discussions très intenses sur le Mercosur, les échanges commerciaux avec l'Amérique latine. Voilà, là, le gouvernement a dit qu'il ne l'adopterait pas en l'état. Mais voilà, il faut vraiment que le Parlement reprenne sa place, ses prérogatives, et tout ça avec l'appui de l'opinion. Oui. Merci en tout cas pour ces précisions. Alors, allons maintenant sur plus que sur le jeu entre guillemets parlementaire au niveau national et européen, sur le fond de ce CETA. Je vous l'ai dit, on a entendu le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Franck Riester, dire que c'était donc le jour du vote du Sénat, donc du non. Une très mauvaise journée pour notre économie, une très mauvaise journée pour nos entrepreneurs, pour nos exportateurs, pour nos agriculteurs. Alors, que contient vraiment ce CETA? Je commence avec vous, Christophe Bruset. En quoi c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle? Écoutez, tout dépend pour qui. C'est vrai que si on regarde depuis l'application ce traité est en application provisoire depuis, je crois, octobre 2017. Oui. Et si on regarde l'évolution des échanges entre cette date-là et aujourd'hui, on a eu une augmentation d'à peu près 47% des échanges dans les deux sens. C'est-à-dire que globalement, oui, les échanges ont augmenté. Tout produit confondu, c'est-à-dire ça va aussi bien des produits alimentaires, agricoles que des produits manufacturés au service. La question maintenant, c'est de savoir, il y a plusieurs questions effectivement qui se posent, c'est qui va en profiter, qui profite des échanges. Alors, si on parle uniquement de produits alimentaires, sécurité alimentaire, ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe globalement et la France en particulier va surtout exporter vers le Canada des produits du type vin, spiritueux, produits laitiers. Donc, on aura dans ces métiers-là ou dans ces industries-là, effectivement, globalement des gagnants. Mais qu'est-ce que le Canada va exporter en retour vers l'Europe? Qu'est-ce qu'il exporte déjà? Ce sur quoi il est fort aujourd'hui, ce sont tous les produits type grande culture, donc type haricots, lentilles, que moi j'ai acheté très longtemps, pendant des années, je suis allé de nombreuses fois au Canada puisque j'étais acheteur de ces produits-là. Graines de moutarde, par exemple. Le Canada est le premier producteur mondial de graines de moutarde et toute la moutarde, y compris la moutarde de Dijon, est fabriquée avec de la graine du Canada. Donc, ça veut dire que si vous voulez, pour résumer, on aura des producteurs de champagne qui seront très contents et puis des producteurs de lentilles, par exemple, qui vont disparaître. Donc, il y aura des gagnants et des perdants. Ça, c'est pour l'aspect purement économique. Et puis, il y a aussi l'aspect écologique, l'aspect social, l'aspect sanitaire. On pourra parler des normes qui sont différentes, de la philosophie de production qui est tout à fait différente. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. D'accord, oui, on va parlons un petit peu de chiffres avant de rentrer, évidemment, dans les normes qui sont radicalement différentes, les qualités qui sont différentes, et puis la philosophie. C'est-à-dire, que veut-on pour notre pays? Est-ce qu'on veut seulement du chiffre ou est-ce qu'on veut aussi de la qualité et puis peut-être des producteurs et des animaux bien respectés? Mais, commençons par les chiffres. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Éric Bocquet? Oui, M. Bruset a donné l'essentiel des éléments, mais j'ai en tête de manière précise l'intervention de notre collègue Laurent Duplon, qui parlait en tant que rapporteur pour le groupe Les Républicains lors du débat au CETA. Il est lui-même exploitant. Quand il n'est pas assis sur les fauteuils du Sénat, il est assis sur un tracteur en début, en fin de semaine, donc il connaît parfaitement son sujet. Voilà. Et il disait que le CETA prévoyait l'importation de 40 000 tonnes de porc, 65 000 tonnes de bœuf, 100 000 tonnes de blé canadien. Alors, on est dans un modèle complètement différent. Les superficies des exploitations agricoles au Canada sont de l'ordre de plusieurs milliers d'hectares. En France, c'est quelques centaines pour les plus grandes. Et donc, on crée les conditions d'une concurrence déloyale. C'est ça le sujet. Personne ne dit qu'il faut fermer le commerce et empêcher le commerce et les échanges internationaux, mais il faut qu'il soit gagnant-gagnant, équitable et établi sur des bases d'une concurrence tout à fait loyale. Par exemple, il y a des produits qu'on importe du Canada qui ne respectent pas les mêmes règles que les agriculteurs européens et a fortiori français. 41 molécules interdites en Europe sont utilisées là-bas. Les pesticides, des hormones de croissance, des OGM, des antibiotiques et même des farines animales qui sont illégales chez nous. Alors, comment pourrait-on importer des produits qui utilisent des matières qui sont interdites chez nous? Il y a là tout à fait quelque chose d'aberrant qu'il faut souligner et dénoncer. Alors, on va parler de tout ça, en effet, les molécules. Vous avez sûrement des éléments là-dessus, Christophe Bruset, puisque justement, vous avez travaillé sur ces questions-là, sur les molécules, les pesticides, et même les modes de fonctionnement du Canada qui sont bien différents des nôtres. Oui, tout à fait. On a effectivement un problème de compétitivité puisque les modèles sont absolument différents.
Par exemple, donc, Monsieur Bocquet a signalé effectivement la taille des exploitations, c'est tout à fait vrai. Mais si on parle par exemple de viande de bœuf, hein, en France, on a eu beaucoup de contestations par rapport à ce qu'on a appelé la ferme des 1000 vaches. Oui. Mais il faut savoir que la norme aux États-Unis et au Canada, puisqu'en fait le Canada c'est très très proche de l'Amérique du Nord, enfin des États-Unis en termes de modèle, on a ce qu'on appelle des feedlots, qui sont des zones d'engraissement pour les bovins notamment, où on a une concentration en général autour de 10 000 à 20 000 bovins qui restent dans des enclos et qui sont juste là pour prendre du poids. Donc, en termes de compétitivité, l'agriculture européenne n'a aucune chance par rapport à ce genre de méthode. Ensuite, effectivement, M. Bocquet a parlé des dizaines de substances qui sont autorisées au Canada et aux États-Unis qui ne le sont pas en Europe. Le traitement des carcasses, par exemple, hein, on sait que au Canada et aux États-Unis, on utilise des substances chimiques pour décontaminer les carcasses qui ne sont pas autorisées en Europe. Et ça a des conséquences, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de travailler beaucoup plus vite sans respecter de manière très scrupuleuse la chaîne de décontamination, enfin les bonnes pratiques de travail, ce qui revient cher, puisqu'au final, on va décontaminer, alors qu'en Europe, ces pratiques sont interdites. Oui, mais justement, en parlant de décontamination, il me semble que vous nous aviez expliqué que là-bas, il y avait l'utilisation du chlore, par exemple, qui est chez nous radicalement interdite. En fait, si vous voulez, c'est une histoire amusante, c'est-à-dire qu'en Europe, jusqu'à 2013, on n'avait pas le droit de décontaminer les carcasses. Il y a eu un intense lobbyisme des États-Unis et du Canada, notamment, qui a abouti en 2013 à l'autorisation du traitement des carcasses de bovins, notamment avec l'acide lactique. Donc, l'Europe a considéré que, bon, finalement, c'était pas dangereux et que, pour favoriser le commerce, on pouvait l'autoriser. Donc, depuis 2013, en Europe, on peut traiter chimiquement les carcasses avec l'acide lactique. Et au Canada et aux États-Unis, c'est l'acide peroxyacétique qui est utilisé aujourd'hui à grande échelle, qui est toujours interdit en Europe, mais on a un intense lobbyisme des États-Unis et du Canada pour justement l'autoriser. Puisqu'on avait vu qu'en 2015, le Canada et les États-Unis avaient écrit à l'OMC pour se plaindre justement des règles européennes, du principe de précaution et de l'interdiction de ces méthodes et de ces traitements. Donc, on a d'un côté le Canada qui négocie avec l'Europe, mais qui fait un intense lobbyisme et pression pour justement changer les normes en Europe, notamment le principe de précaution. Oui. Éric Bocquet, sur ces normes, justement, vous avez des choses à ajouter, notamment sur cette question du chlore ou d'autres produits interdits? Oui, mais ça montre bien que l'un des effets de l'application sans réserve de ces traités amène à un abaissement des normes, alors que on est dans une période où tout le monde s'inquiète d'abord de la souveraineté alimentaire, oui, de la qualité alimentaire. Voilà, ces traités vont à contre-courant complètement. Tout va dans le sens de ce qu'on appelle dans le jargon international le dumping. C'est vrai du dumping social, dumping fiscal, et on a également le dumping environnemental qui sévit, et on peut pas l'accepter. On peut pas exiger chez nous des normes tout à fait légitimes pour améliorer la qualité de la nourriture et des aliments que les gens vont consommer, et de l'autre côté, mettre en place des traités qui vont tout à fait à l'encontre de ces règles. On est dans une bataille vraiment philosophique importante. Encore une fois, il ne s'agit pas de se couper du monde, mais créer les conditions d'une régulation qui permette une concurrence loyale partout sur l'ensemble de la planète. Oui, alors on va revenir sur la concurrence loyale et les fameuses mesures miroirs qui ont été citées. En tout cas, le gouvernement défend qu'ils ont des mesures miroirs, etc. Mais restons un petit peu sur la philosophie, sur ce que nous voulons faire et être en France, surtout quand on parle d'écologie tout le temps. De défense de l'écologie. Mais de quelle écologie parlons-nous si les mêmes qui défendent l'écologie au gouvernement défendent des fermes à 10 000, voire 20 000 bovins, finalement? C'est ça qui se passe. Est-ce que c'est vraiment écologique? Est-ce que ça sert à quelque chose de parler d'écologie tous les jours chez nous et d'empêcher nos petits, je rappelle, tout petits producteurs, en fait, petits dans le sens, ce sont des petites tailles de fermes, producteurs en France et éleveurs en France, si on les met en concurrence avec des fermes qui font 20 000 bovins? C'est vrai que ça pose de véritables questions, là, Christophe Brousset. Oui, vous avez raison. Les normes ne sont pas les mêmes, notamment les OGM, par exemple. Oui. Si on prend la question, voilà, les OGM sont autorisés dans ces pays-là. On sait très bien l'opposition qu'il y a en Europe. On a parlé des produits chimiques. On parle aussi beaucoup des pesticides. Là, dernièrement, au Canada, il y avait tout un débat sur les néonicotinoïdes, Oui. Où effectivement, il y a un mouvement de pression et de lobby pour les autoriser. Oui, il y a effectivement une tentative des lobbies, notamment des producteurs de viande de ces pays-là, pour essayer de tirer les normes vers le bas, notamment en militant auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce,
pour que le principe de précaution ne soit pas appliqué, mais que réellement il y ait qu'on apporte des éléments de preuve pour démontrer que les produits ne sont pas dangereux. Alors, le problème aussi, c'est dangereux. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on parle de la santé, effectivement, c'est bien, mais aussi environnement, et c'est extrêmement difficile de démontrer qu'un produit est toxique sur l'environnement. Oui. Donc, il y a réellement un problème de philosophie et un problème démocratique, comme le disait M. Bocquet. C'est-à-dire qu'on écoute avant tout les lobbies qui ont les moyens de s'exprimer et effectivement de faire passer leurs arguments, alors que les citoyens sont rarement entendus sur ces questions. Oui, mais attendez, il n'y a pas que les lobbies qui parlent là, il y a les politiques. Je rappelle que ces traités sont défendus par le gouvernement. Le gouvernement, là, oui, c'est une question politique. Là, je vais me tourner peut-être plus du côté d'Éric Bocquet, mais comment certains, mais il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi... voilà, il se trouve que les écologistes ont voté contre, mais par moment, on voit des contradictions entre les écologistes dits écologistes et ceux qui défendent réellement les petits producteurs. Éric Bocquet, comment vous expliquez cette contradiction aujourd'hui, notamment gouvernementale ? Vous savez, on est dans les contradictions de la société. Là, on n'est pas sorti encore complètement, et ça s'explique de l'expression du malaise agricole en France, oui, qui justement dénonçait ces inégalités, ces normes excessives, etc., qu'on leur imposait quand ailleurs on importait des produits qui ne les respectaient pas. Oui, alors après, il y a le jeu politicien des uns et des autres. Vous savez, ça me rappelle un peu les débats qu'il y a eu en 2005, sans remonter à Mathusalem, au moment du traité de constitution européenne, où ceux qui s'apprêtaient à voter non étaient traités d'ignorants, de ceux qui n'avaient rien compris, de xénophobes y compris. Enfin, et on allait vivre l'apocalypse et l'arrivée des sauterelles en France, quoi. Voilà. Et je rappelle au passage que à l'époque, les parlementaires à 85% en Congrès avaient voté pour et 55% du peuple a voté non. Oui. Voilà. Là, il y a une contradiction de fond. Oui. Je pense qu'on n'est pas encore sorti de ce truc. D'ailleurs, je note que la crise démocratique qu'on est en train de vivre a en grande partie à voir avec cette décision qui a été prise d'imposer le traité européen contre l'avis du peuple. Donc voilà, après, ça fait jouer les contradictions des uns et des autres, effectivement. Écoutez, soit on sert le marché, et je n'ai rien contre le marché, dès lors qu'il est libre et avec une concurrence loyale, et puis les intérêts des grands groupes. Vous savez, si on parlait de Bruxelles, le lobbying à Bruxelles, c'est un sport national. Hein. Oui, ça, ouais, je pense que Christophe Busset a beaucoup à dire. Mais vous citiez depuis 2005, on nous a promis les sauterelles. On n'a pas les sauterelles, mais on a quand même des faillites, une inflation, une énergie plus chère que jamais. Enfin, on n'a pas les sauterelles, mais on n'est pas loin de la catastrophe quand même. Et pourtant, on est resté dans l'Union européenne. Donc, il y a peut-être des questions à se poser. Mais pour revenir sur notre sujet plus concrètement, donc on a parlé de la philosophie, du fait que finalement, c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut défendre. Et pour revenir aux chiffres, tout à l'heure, Christophe Busset, vous disiez, et vous avez raison, il faut nuancer, vous disiez, mais ça dépend pour qui, en fait. On dit, c'est une catastrophe pour notre économie. On dit, Franck Riester dit, c'est une catastrophe pour notre économie, pour nos entrepreneurs, pour nos exportateurs, pour nos agriculteurs. Ça dépend pour qui. C'est sûrement pas une catastrophe pour nos petits agriculteurs. C'est peut-être une catastrophe, en effet, pour les très grands élevages en France ou d'autres producteurs, ou alors justement ceux qui vendent les pesticides ou autres. Je ne sais pas. Pour qui vous pensez que c'était une bonne nouvelle finalement, Christophe Busset, en France, hein? Écoutez, si on regarde effectivement les produits qui sont exportés et importés, on se rend compte que le Canada importe beaucoup de produits type produits laitiers, vins et spiritueux, par exemple. Oui. Donc, ces produits-là, traditionnellement, la France est exportatrice. Par contre, le Canada, naturellement, avec des grandes exploitations, est extrêmement performant pour tout ce qui est grande culture. On parle de céréales, d'oléagineux, protéagineux, donc tout ce qui est, donc j'ai cité tout à l'heure, donc haricots, lentilles, graines de moutarde, mais aussi soja, colza, par exemple. Oui. Donc, on a des grandes surfaces, des grandes exploitations, des terres plates, des plaines immenses, donc on peut très facilement produire pour pas cher. Donc, c'est très automatisé, on a beaucoup de produits qui nous facilitent la vie, donc le Canada sera extrêmement compétitif pour ces produits-là. Pour les viandes, il y a un gros problème, mais là, au niveau CETA, on a encore quelques produits comme les volailles, les dindes et les ovoproduits qui sont un petit peu protégés encore pour le moment, mais probablement pas pour très longtemps. Donc voilà. Mais il faut voir que le CETA ne concerne pas que les produits agricoles. Et effectivement, il y a certainement d'autres intérêts, comme par exemple, je sais que les Allemands ont déjà ratifié et poussent énormément, puisque le premier exportateur vers le Canada, c'est l'Allemagne, essentiellement pour des machines-outils, pour des voitures et pour des services. Donc,
Malheureusement, très souvent, l'agriculture est un petit peu la monnaie d'échange perdante pour vendre d'autres produits. Ah oui, Pour d'accord. vendre, on peut dire, de l'armement, par exemple. Alors, on a vu, par exemple, que Airbus avait racheté la branche aéronautique de Bombardier. Donc, il y a certainement d'autres négociations en arrière-plan. On a vu également qu'avec l'accord avec le Chili, par exemple, l'accord, c'est on importe des produits agricoles du Chili, puisque le Chili exporte ça, et on a le droit aussi d'importer du lithium, par exemple. Donc, il y a aussi, des accords donnant-donnant. Sur le dos des et le agriculteurs souci, français, finalement. sur le dos d'une catégorie des agriculteurs français. Ouais. Ouais, c'est assez terrible quand même ce que vous dites. Mais alors, pour revenir justement sur cette viande, notamment, Franck Riester répond, je suis désolé, je vais me faire l'avocat de Franck Riester aujourd'hui, répond, mais les importations de viande canadienne sont quasiment nulles, 0,0034% de la consommation française, grâce à ces fameuses mesures miroirs. Alors, Éric Bocquet, elles sont là les mesures miroirs d'après Franck Riester? Oui, écoutez, M. Riester n'a vraiment pas été convaincant lors du débat. Il a même été maladroit. Enfin, il s'est mis tout le monde à dos d'emblée dès l'intervention liminaire. Oui, alors il a mis ce chiffre en avant, effectivement, mais ce qui est inscrit dans le CETA, c'est que je rappelle les chiffres que j'ai cités tout à l'heure, c'est 40 000 tonnes de viande de porc prévues en importation, 65 000 tonnes de bœuf, 100 000 tonnes concernant le blé. Donc voilà, tout cela est inscrit. Dès lors que ce traité serait appliqué intégralement dans les années qui viennent, voilà, on accentuerait la concurrence. Enfin, une exploitation de 15 000 hectares au Canada, il y a un exemple qui a été cité par certains collègues dans les débats jeudi, et l'exploitation de 80 hectares dans le Tarn-et-Garonne, on ne joue pas dans la même cour, on ne joue pas dans la même division. Donc si en plus on ajoute des éléments de concurrence déloyale, des interdictions ici et des autorisations là-bas, on va aggraver le phénomène. Donc oui, c'est sûr que le modèle français d'exploitation familiale, enfin, à taille raisonnable, circuit court, qualité, agriculture bio, tout cela est menacé par ces pratiques à l'échelle internationale. Et effectivement, M. Brusset a raison de rappeler que ça sert de monnaie d'échange par rapport à d'autres produits. Je rappelle que la France fait partie des très grands producteurs et exportateurs de matériel militaire. Oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la balance également. Oui, mais en fait, c'est vraiment terrible. Et là, on va quitter un tout petit peu le contenu du CETA et tout ça pour prendre un petit peu plus de champ et regarder ça de manière plus large. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on nous fait croire d'une certaine façon qu'on défend les agriculteurs. Là, tous les politiques, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, malgré tout, il y a eu un phénomène pendant cette révolte des agriculteurs où c'était la course à l'échalote des politiques pour dire qui était le plus défenseur de l'agriculture française. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a des choses comme ça qui se passent et que le CETA n'est pas le seul. Et comme vous le dites, Christophe Brusset, pardon, finalement, c'est pas la première fois. Le CETA, mais il y en a d'autres. Et à chaque fois, finalement, dans ces grands pactes, il n'y a pas que l'agriculture, il y a plein d'autres choses qui sont signées. Et finalement, là, l'agriculture sert de monnaie d'échange. Donc et à la défaveur des Français, on l'a bien vu. Donc finalement, c'est assez terrible de se dire qu'on est dans un phénomène comme ça qui ne fait que s'amplifier. On voit bien aujourd'hui, tous les jours, on a un nouvel accord dont on parle sur la table du Parlement européen ou du Parlement français. On l'a dit, le Mercosur, les poulets ukrainiens, soi-disant pour défendre les Ukrainiens, mais qui défendent plutôt des grosses industries qui appartiennent à des Américains. La Nouvelle-Zélande, le Chili, le Kenya, tous les jours. Donc finalement, on n'est pas du tout, alors qu'on parle tous les jours des agriculteurs, on n'est pas du tout aujourd'hui dans une volonté de mieux les défendre. Éric Bocquet. Oui, non, mais tout à fait. Vous soulignez parfaitement les contradictions. Effectivement, on a vu le défilé des responsables politiques au salon de l'agriculture. C'était la surenchère, c'est nous les meilleurs, etc. Mais il faut voir ce que les uns et les autres ont fait et décidé depuis 20, 30 ans, quoi. Encore une fois, je vais faire un peu d'histoire. 57, le traité de Rome, on a créé l'Union européenne en créant un marché commun. Oui. Le simple fait de choisir l'expression marché commun dit tout. Voilà, sans qu'à aucun moment on ne crée les conditions d'une coopération mutuellement avantageuse, d'une convergence à terme. Si on avait décrété en 57 la convergence fiscale et sociale, non pas du jour au lendemain, mais à 40 ans, nous y serions aujourd'hui. On est en train de parler aujourd'hui de l'éventuelle entrée de la Moldavie. Je n'ai rien contre le peuple moldave. Le sujet n'est pas là. J'ai regardé le salaire moyen en Moldavie aujourd'hui, il est de 46,29 € par mois. Alors moi, je veux bien, il n'y a aucun problème à ce que les Moldaves rejoignent l'Union européenne. Mais si on ne pose pas la question de l'harmonisation vers le haut, au niveau salarial et au niveau social, on va aggraver encore une fois la crise et tout tirer vers le bas. Oui. Il est là le sujet de fond. Et cette Europe a été construite comme ça. Et la fameuse mondialisation heureuse qu'on nous promettait
à la fin de l'histoire, il y a quelques décennies, c'est pas comme ça que ça se traduit dans la vie concrète des gens. Oui. Christophe Brousset, comment vous voyez justement cette mondialisation? Est-ce qu'on peut garder mondialisation et rester heureux, pour garder l'expression d'Alain Minc? Écoutez, ça devient difficile si on se base uniquement sur l'économique et sans mettre en place, effectivement, des clauses miroirs. Vous en avez parlé par rapport au CETA, donc j'ai pris la peine de le dire. Et il n'y a pas de clause miroir, c'est absolument faux. Il y a aucune clause miroir dans le CETA, du moins c'est pas nommé comme ça. Il y a 2 pseudo-clauses qui peuvent être considérées comme des clauses miroirs, puisqu'elles interdisent notamment l'usage d'hormones de croissance et je crois d'antibiotiques utilisés comme promoteurs de croissance. Et bon, ça j'ai bien connu avec le Brésil et je sais très bien qu'on peut y échapper, qu'on peut le détourner complètement. Donc il n'y a pas de clause miroir, et les clauses miroirs, si on veut, l'idéal serait aussi de faire progresser les normes dans ces pays-là vers le haut, puisqu'il n'y a pas de raison non plus que les Canadiens, par exemple, les citoyens canadiens, n'aient pas non plus une meilleure alimentation, un meilleur environnement, etc. Oui. Donc si on veut faire progresser on pourrait considérer que c'est à eux de gérer leur propre agriculture. Oui, mais aussi, on peut considérer que si on considère qu'un citoyen européen doit avoir une alimentation de qualité, on devrait aussi dire on ne veut pas que dans ces pays-là, ce soit produit avec des normes inférieures aux nôtres. Oui. Quelque part, ça voudrait dire qu'on accepterait philosophiquement que un Canadien ou qu'un Chilien ne mérite pas de manger la même alimentation ou la même qualité qu'un Européen. Quelque part, c'est assez choquant. Et il n'y a pas de… Alors, il se pose effectivement, alors, je m'étais penché sur la question et j'avais vu qu'il se posait un problème juridique, c'est-à-dire ça reviendrait à imposer nos normes à ces pays-là. Oui. C'est quand même assez compliqué, mais pour les produits qu'on importe… notion de souveraineté alimentaire. Voilà. Oui. Mais pour ces produits qu'on importe, on pourrait tout à fait imposer que les filières soient contrôlées pour avoir des normes équivalentes et des clauses miroirs. Oui. Ce serait si on importe, leur demander les mêmes normes que nous, et ce serait même un meilleur respect de cette population-là. Disons que c'est mieux de l'écrire. Moi, j'avais vécu le cas du Brésil, par exemple, où on avait un antibiotique qui était utilisé en très grosse quantité, qui s'appelait du chlortétracycline, et un jour, qui était utilisé dans l'élevage de porc, l'élevage porcin, on donnait ça au porc comme promoteur de croissance. Du jour au lendemain, la Russie a décidé qu'elle ne voulait pas de résidus de chlortétracycline dans sa viande de porc. Et du jour au lendemain, au Brésil, la consommation de cet antibiotique s'est effondrée. Donc, ce genre de mesure a réellement des effets bénéfiques, puisqu'on sait très bien que les agents antibiotiques, c'est ce qui promeut la résistance des bactéries. Donc, on a tout intérêt à promouvoir des normes exigeantes et à essayer de les diffuser dans le monde. Alors, une question encore, Christophe Brousset, parce que vous avez écrit là-dessus, finalement, d'abord, vous avez écrit un premier livre, Vous êtes fou d'avaler ça, qui est un véritable best-seller. Et puis, vous vous êtes dit, quand même, là, maintenant, on en parle, il va y avoir une réaction. Et puis, finalement, on arrive à la même conclusion que moi aujourd'hui, c'est se dire, plus on parle de défense de l'agriculture, de défense de l'environnement, pire c'est. Et c'est un peu le sujet de votre deuxième livre. Donc, les choses ne s'arrangent pas vraiment. Et d'ailleurs, vous expliquez même qu'il y a des arnaques, même sur le nom et l'appellation du bio. Donc, finalement, aujourd'hui, sur quoi doit-on se raccrocher pour pouvoir défendre notre agriculture? Si on n'a plus les moyens de défendre nos frontières, c'est-à-dire nos normes à nous, notre normes qualité et nos normes sociales, à quoi se raccrocher? Donc, comment faire? Non, je suis plutôt optimiste, au contraire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de problèmes, etc. Mais en fait, non, c'est simplement parce qu'on en parle plus, parce qu'il y a des débats. Moi, je me réjouis effectivement de la position du Sénat français, qui est courageuse, qui est responsable, qui met les pieds dans le plat. Donc, moi, je dis pour une fois, bravo à nos sénateurs. Donc, ils ont fait le job quelque part. Ils ont écouté les citoyens et ils représentent l'intérêt des citoyens, qui devrait être vraiment la préoccupation première de tout politique qui se respecte. Donc non, il y a des choses positives qui se font. Personnellement, je critique, effectivement, j'ai critiqué le bio, mais je suis moi-même consommateur quasi exclusif de produits bio, donc je supporte ces mouvements, je supporte ces normes, mais ceci dit, je ne suis pas naïf et je sais qu'il faut être vigilant et constamment aiguillonné pour que les choses se fassent. Monsieur Boquet disait fort justement, c'est aux citoyens maintenant de s'exprimer et de pousser pour que les choses aillent plus loin. Et personnellement, oui, j'ai l'impression que les citoyens prennent les choses en main et je suis positif sur le futur. Donc, il y a des problèmes, mais on commence à en avoir conscience, on en parle, et je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Oui, et puis vous faites bien de rappeler, le citoyen donc, est consommateur et malgré tout, il peut faire la loi. Le consommateur peut faire la loi s'il veut, s'il refuse d'acheter certains produits, ça fonctionnerait. Bon, après, le problème, c'est qu'on le sait, les Français sont aujourd'hui dans une situation économique très difficile.
Et donc, parfois, il y a la tentation d'acheter des produits beaucoup moins chers, même si les normes qualité ne sont pas là. Éric Bocquet, à ce sujet, finalement, quelles sont les solutions qui restent pour les Français? Bah oui, vous abordez un angle important, effectivement. Le choix, entre guillemets, que nos compatriotes font parfois d'acheter les produits les moins chers, c'est pas par choix de la qualité, c'est parce qu'effectivement, il y a un problème de pouvoir d'achat qui se pose. Enfin, la période qu'on est en train de vivre, la question des salaires monte avec force dans le pays, et c'est tout à fait légitime. Je veux dire, quand on n'a que 1 000 euros à dépenser ou 900 euros à dépenser par mois, on n'a malheureusement pas les moyens d'aller acheter les produits de qualité dont tout le monde a besoin et que tout le monde mérite, effectivement, ici et ailleurs. Donc, toutes les questions sont liées, quoi. Parce que les accords commerciaux qu'on évoque depuis tout à l'heure enrichissent les plus grands groupes. Enfin, M. Brusset, qui a travaillé dans l'agroalimentaire, connaît la puissance de ces groupes-là. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Mais du côté des consommateurs, on a moins d'armes. Mais encore une fois, je ne suis pas de ceux qui se résignent. Je crois que le débat ne doit pas s'arrêter. On n'est pas à un aboutissement. On est dans un moment particulier. Oui, il faut que les citoyens s'emparent de ce sujet. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que les seules batailles qu'on est sûr de perdre sont celles qu'on ne mène pas. Voilà, on est sur le long terme. C'est tout un système qu'il faut contester, une logique d'abaissement des valeurs et des normes. Voilà, moi je suis un militant du bonheur et du bonheur pour tous. Voilà, donc il faut aller dans ce sens-là, mais ça concerne tout le monde. Tout le monde doit se mobiliser sous toutes les formes, associations, mobilisation politique, interpeller les élus, etc. Mais on est au cœur du débat dans notre société qui a tendance à se résigner parce qu'il y a la pression de tout ce qu'on est en train de décrire tout à l'heure sur leur tête et qui dit qu'en gros, il n'y a pas d'alternative. Je n'y ai pas cru un instant. Oui. Alors, une dernière question. On va revenir sur la question parlementaire parce que vous dites que ça va repasser. Enfin, vous allez, le mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc, comment ça peut se passer là-bas? Parce que là, pour le coup, pas sûr que vous ayez un front commun et une majorité d'opposition. Écoutez, le contexte a évolué. C'est sûr que le vote du Sénat a marqué un grand coup. Je rappelle effectivement en 2019 le vote de l'Assemblée, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était pas massif, c'était pas un ras-de-marée. Oui. Il y a eu une majorité qui a adopté le texte, mais là on est dans un contexte nouveau. On sera à 10 jours des européennes, ça peut pas ne pas jouer. C'est sûr. Les Républicains ont franchi un pas important jeudi dernier au Sénat. Qu'est-ce que leurs collègues feront à l'Assemblée? Oui, il y a une majorité relative aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour le président de la République. Voilà, moi je ne dis pas que les jeux sont faits. Il va y avoir une sacrée bataille à mon avis, comme il y a eu au Sénat jeudi. Mais rien n'est fait. Tout est ouvert à mon avis. Tout est ouvert. Alors, dernière question, Christophe Broussais. Enfin, je ne sais pas si vous voulez parler de ce qui va se rejouer à l'Assemblée nationale et comment ça peut éventuellement mettre fin à ce sujet du CETA. Parce que, on l'a dit, le gouvernement peut toujours ne pas notifier la décision de son Parlement à l'Union européenne, mais à ce niveau-là, si jamais l'Assemblée nationale vote également un non, là quand même, ce serait quand même très très grossier que de le faire passer. Enfin, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs légalement, mais ce serait quand même un gros pied de nez au Parlement européen et au Parlement français, et on en entendrait parler. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, Christophe Broussais, rapidement. Et sinon, je voulais vous demander aussi, on dit, oui, ça va finalement, cet accord va enrichir les grands groupes, c'est au détriment de nos agriculteurs, c'est au détriment également des Français qui, du coup, vont acheter plutôt un produit de moins bonne qualité. Et on se dit, finalement, là, il y a aussi, et c'est quand même tout votre sujet, quelque chose entre les deux qui se glisse. Ce sont les industriels, ce sont les revendeurs, ce sont les grandes surfaces qui, là, tirent peut-être une épingle du jeu trop importante par rapport aux citoyens et aux agriculteurs en termes de prix. Oui, effectivement, pour baisser les coûts, pour avoir des prix compétitifs, c'est vrai qu'on a une tendance vers la globalisation, vers l'augmentation de la taille. On sait très bien qu'un industriel sera toujours moins cher qu'un artisan parce que il a des processus, il a des quantités beaucoup plus importantes, il a des économies d'échelle. Donc oui, effectivement, si une ferme de 15-20 000 hectares canadienne est en concurrence avec une ferme de 80 hectares, comme l'a dit Monsieur le sénateur, on n'a pas de possibilité d'être compétitif. Et aujourd'hui, vous avez des très grands groupes, notamment américains, qui détiennent des hectares et des hectares. On a parlé beaucoup d'Ukraine, mais effectivement, la plupart des terres agricoles ukrainiennes étaient entre les mains de quelques groupes extrêmement puissants américains. Donc, vous avez dans le monde à peu près 4 multinationales de trading de tous ces produits agricoles, ou ce qu'on appelle aussi des intégrateurs.
hein, qui ont à la fois les terres, l'alimentation pour les bétails, les élevages, les abattoirs, et qui qui ont toute la filière et qui sont des sociétés absolument monstrueuses, qui ont des centaines de milliers d'employés, qui font des centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ces entreprises-là sont extrêmement puissantes. Oui. Donc oui, c'est la mondialisation, la globalisation, la naissance de grands champions. Et effectivement, ces entreprises-là font de la masse, font du prix. Ouais. Et l'environnement, bon, aujourd'hui, ça commence à être poussé un petit peu. On a toutes les nouvelles règles qui sont mises en place pour le bilan carbone, la réduction des quotas carbone, etc. Donc, on commence quand même, sous la contrainte, un petit peu à améliorer les choses. Mais oui, ces grandes entreprises, ces multinationales sont pour moi un danger. Il y a pour aussi ça à interroger. Ouais. Et Ouais, ma dernière question pour vous, Éric Bocquet, pour conclure, je disais, si jamais ça passe à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que le gouvernement pourrait tout de même aller refuser de le notifier au Parlement européen, si vraiment Je pense que ça serait casse-cou, franchement. Encore une fois, à 10 jours de l'élection européenne, dire qu'on va construire une Europe pour le bonheur des peuples et agir ainsi dans la coulisse, ça serait vraiment scandaleux, ça serait antidémocratique et ça en rajouterait à la crise démocratique que notre pays traverse en ce moment et la défiance qui s'installe dans l'opinion à l'endroit des élus, des institutions. Je lisais un sondage il y a 15 jours, Opinionway pour Cevipof, 68% des gens pensent que les élus sont corrompus, 2 sur 3. Donc, avec ce genre de comportement, si malheureusement ce gouvernement persistait dans son refus de signaler, de transférer la décision à Bruxelles, ça serait simplement catastrophique et un mauvais coup porté à la République. Ouais, ce serait peut-être pas la première fois non plus, mais bon. En tout cas, on note et on suit cette affaire du CETA, vous l'avez compris, et sur le plan démocratique et sur le plan alimentaire, évidemment, et la défense de nos agriculteurs. Merci beaucoup à vous deux pour cet éclairage important. Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord, et j'appelle, c'est donc le groupe communiste qui a mis à l'ordre du jour ce sujet et ce texte surtout au Sénat et qui va le proposer également à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à vous, Christophe Bruset. Je rappelle que